à votre débat. Mais sans doute que ici, c'est avant tout ma position de présidence du comité recherche et innovation d'Ecofito qui me permet d'avoir un peu un regard sur les leviers qui semblent les plus intéressants pour diminuer fortement la dépendance aux pesticides. Alors j'ai juste mis une première diapositive sur les bilans de 10 ans d'Ecofito en deux tableaux. Un premier qui montre que les gens qui sont rentrés dans le réseau et qui ont essayé de baisser leur phyto ont eu des résultats intéressants dans de nombreuses filières. Il y a donc des effets significatifs d'accompagnement sur le recours au phyto avec, selon les filières, des baisses plus ou moins marquées. Et le second qui est le tableau qui montre les petits histogrammes. Quand l'histogramme est vert, c'est que l'agriculture le modèle agricole est en agriculture biologique. Quand il est en orange, c'est le système de référence conventionnel. Et lorsqu'il est en bleu, c'est le système économique qui vise à rentrer dans le calendrier et l'ambition d'Ecofito. Et on voit que dans ces exemples issus de l'arboriculture, la barre bleue, qui donne le chiffre d'affaires moyenne en euros par hectare, est toujours plus basse que soit la verte, soit la orange. Et donc, ça montre un peu qu'il y a actuellement une difficulté pour les arboriculteurs, sur la base des critères qui sont retenus pour juger des performances, à occuper ce terrain de la moindre dépendance au phyto. Soit ils utilisent l'ensemble des outils à leur disposition chimique et ils sont en orange, soit ils basculent directement dans une labellisation en agriculture biologique. Et donc, le différentiel se maintient, ce qui fait que sur la base de ces résultats-là, on voit à la fois que la baisse des phytos est possible et qu'en moyenne, actuellement, sur des critères économiques à l'échelle de l'exploitation, elles sont considérées comme moins rentables. Il y a donc peu d'agriculteurs qui se précipitent dans cette voie, pourtant sans doute intéressante et plus performante à l'échelle de la communauté dans son entièreté, de la société, une partie des surcoûts étant pris en charge par la société. Et donc, derrière les travaux de recherche qui ont été menés pour arriver à ces résultats-là, le constat qu'il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui disent qu'ils n'ont pas un levier suffisamment efficace à leur disposition, et puis l'idée qui émerge que un changement mineur par de l'efficience ou de la substitution directe a peu de chances d'apporter des modifications mobilisables. Et donc, je vais plutôt insister sur des recherches qui seraient utiles pour réduire drastiquement le recours aux pesticides. Et je retiens donc ce critère. Alors évidemment, si on a moins accès à des actions curatives, les actions préventives deviennent très importantes. Et Ecofito a fait un appel spécifique sur cette vision globale alliant le curatif et le préventif. Les principes qui peuvent être mobilisés sont évidemment d'esquiver, d'éviter, de compenser, d'anticiper, d'assurer à travers les exemples. On verra quelques-unes de ces situations. Et puis, il faut garder en tête qu'évidemment, les actions qui sont conduites seront sans doute, dans leur majorité, quand même moins efficaces qu'une action curative utilisant la chimie, et elles nécessitent donc une forme de combinaison. Donc, beaucoup de travaux nécessitent une réflexion sur une approche système et peuvent induire des forts besoins de reconception. Dans la suite, je vais donc donner quelques exemples qui essaient d'illustrer des leviers à effet fort et qui semblent avoir été peu mobilisés à ce jour. Ma présentation aura donc des illustrations sur les pistes. Je vais me risquer à un chiffrage des bénéfices potentiels et partir sur quelques implications. Le premier exemple que j'ai retenu est un exemple que je considère comme étant emblématique. Vous êtes peut-être moins concerné en pommes de terre que dans d'autres cultures. C'est la lutte autocide contre les insectes. Et
une technique qui est maintenant de plus en plus plébiscitée consiste à multiplier les insectes en conditions semi-industrielles et à faire des lâchers massifs d'insectes qui ont été stérilisés avec des rayons gamma. Ces insectes vont s'apparier avec les individus sauvages présents localement, mais évidemment, du fait de leur stérilisation, ils ne vont pas générer de descendance. Et donc, ils vont fortement diminuer la taille de la population d'insectes sauvages. Et donc, on peut, par des lâchers successifs, réduire très fortement les populations de ravageurs majeurs. L'exemple que j'ai retenu ici est emblématique des succès de cette stratégie, ici pour lutter contre les carpocaps de la pomme dans les vergers de pommiers en Ontario, où après 4 ans d'utilisation de cette technique et un fort taux d'adoption, eh bien 96% de la quantité de pesticides utilisés contre ce ravageur a pu être retirée. On a donc là un succès majeur. Vous pouvez trouver les informations sur ce cas d'étude présenté sur le site de cette société. Il y a aussi des réseaux qui ont montré tous les cas qui étaient actuellement en cours d'étude. Et la France est par exemple concernée par une analyse de la possibilité de lutter contre Drosophila suzuki et un autre pour lutter contre Ceratitis, une mouche des agrumes. Quand cette situation est bien maîtrisée, le bénéfice pour les producteurs est important. Il se traduit par une diminution du coût de la lutte et cela ne tient pas compte des autres bénéfices en termes de réduction des pollutions. En revanche, il nécessite d'avoir une réflexion sur une protection phytosanitaire qui soit collective, qui nécessite donc une infrastructure pour produire les insectes, une coordination entre les acteurs et une confiance dans le système, puisqu'il faut par ailleurs les agriculteurs arrêtent d'utiliser des moyens de lutte qui détruiraient les insectes que lâchés, et donc ils marchent d'autant mieux qu'il y a une forte adoption. Donc, comme je le disais, il y a des déclinations en cours sur plusieurs ravageurs. De manière globale, on a peu utilisé à ce jour l'écologie chimique, alors que le monde des odeurs est sans doute un des leviers qui mériterait le plus d'être travaillé. Ici, un autre exemple intéressant avec la lutte contre des tordeuses en viticulture et dont les effets peuvent être encore améliorés en essayant de coupler des signaux attractifs et des signaux répulsifs. C'est deux stratégies qui se complètent très bien. Et puis des évolutions technologiques qui permettent de réduire le coût de ces solutions, puisque si les phéromones coûtent cher, le fait de pouvoir coupler les diffuseurs de phéromones à des outils de suivi par capteur qui permettent de ne faire les lâcher que lorsque le ravageur est présent et lorsque les conditions climatiques vont permettre à la solution d'être opérante, permettent de diminuer théoriquement beaucoup la quantité de phéromones nécessaires. Il y a donc des autres travaux complémentaires qui vont venir renforcer l'efficacité de ces approches-là. C'est donc à travers ces exemples une illustration de la nécessité d'avoir des preuves de concept, mais derrière de travailler à leur utilisation jusqu'à ce que les producteurs puissent les trouver suffisamment fiables, économiquement rentables pour les adopter. J'ai remis un autre secteur qui me semble avoir de beaux jours devant lui et qui devrait être plébiscité à travers un exemple qui a déjà donné lieu à une forte utilisation par les agriculteurs. Vous avez dans la photo en haut à gauche un champ de colza à son entrée à l'automne, avant l'entrée hivernale. Et donc, il est très difficile de voir le colza, c'est pour ça que j'ai rajouté un cercle rouge. En revanche, on voit très bien les tournesols et la facélie. Ces espèces sont des espèces gélives qui vont être détruites par le froid hivernal
Et donc on retrouve ce même champ en sortie d'hiver dans la photo en bas à droite, qui montre que le colza est maintenant le couvert, le peuplement majoritaire dans cette parcelle. Dans cette stratégie-là, les agriculteurs peuvent faire l'économie d'un traitement herbicide, car l'augmentation de la densité de plantes à l'automne défavorise leur installation, et le fait de masquer le colza dans un couvert hétérogène permet souvent de réduire aussi le traitement insecticide d'automne. Il y a donc des retombées majeures à l'utilisation de ces plantes de service, ces plantes compagnes, et cette situation que je décris ici est un succès, car maintenant environ 15% de la solde de colza en France utilise cette stratégie d'association du colza à des plantes compagnes. Il y a donc tout un domaine de recherche à explorer sur la mobilisation de cette stratégie pour d'autres cultures, et notamment pour des effets répulsifs contre des pucerons porteurs de virose, par exemple. Tout ceci nécessitera évidemment d'être testé. Ici, la stratégie repose sur l'utilisation du froid hivernal pour détruire la végétation, ce qui dans d'autres cultures ne pourra pas se faire. En revanche, il y a une bonne réflexion à avoir sur les autres méthodes mécaniques de destruction du couvert par hachage rouleau-faca ou par utilisation de scalpers. Enfin, il y a des pistes possibles encore à explorer sur des stratégies d'inondation des ravageurs en ayant la capacité à synchroniser l'installation des cultures. Ici, avec un exemple, c'est les dégâts des oiseaux sur les levées de maïs ou de tournesol. Il s'avère que les agriculteurs qui seraient en mesure de synchroniser à l'échelle d'une région la mise en place de leur culture seraient susceptibles de diluer les déprédations faites par les oiseaux les prédateurs sur l'ensemble d'un territoire et donc de minimiser les dégâts dans chaque parcelle en moyenne. Ceci passe par la nécessité de développer une application qui montre à chaque agriculteur ce qu'il gagnerait à reculer ou avancer la date prévisionnelle de semis de sa culture dans un territoire en fonction de ce que font ses voisins. Et donc, en ajustant sa date de semis, on peut arriver à avoir une forme de coordination volontariste et tacite de l'ensemble des producteurs à une échelle importante, avec là encore la possibilité d'avoir des bénéfices substantiels sur les recours aux pesticides. Et puis un troisième secteur qui a été peu mobilisé jusqu'à présent parce qu'il est considéré comme trop cher ou trop peu efficace, consiste à développer tout ce que j'ai appelé le machinisme ou de la prophylaxie, ici la robotique de la prophylaxie. On sait depuis une dizaine d'années développer des robots pour essayer de faire une récolte automatique dans les vergers des fruits et légumes, mais ces outils sont chers et ont surtout des débits de chantier qui sont beaucoup trop lents, et donc ils n'ont pas été plébiscités ceux que l'on conçoit. En revanche, on peut penser que ces mêmes équipements, s'ils visaient à repérer les fruits moniliers, par exemple, pourraient être tout à fait utiles pour maintenir de très bas niveaux d'infestation dans les parcelles. Et donc, il y a là aussi un concept et un principe à mobiliser, qui est d'utiliser des moyens de suivi actuellement trop peu efficaces pour être utilisés pour assurer une récolte, non pas dans cet objectif d'assurer la récolte, mais plutôt dans l'objectif de maintenir des bas niveaux d'inoculum dans les parcelles. Enfin, des travaux scientifiques mettent en avant l'intérêt de redessiner la manière dont sont distribuées les cultures à l'échelle d'un territoire, et notamment Wageningen est assez en avance sur cette stratégie et a développé depuis une dizaine d'années des travaux sur l'intérêt de la culture en bande et ou à des échelles plus fines. Donc globalement, l'assolement n'est pas modifié. En revanche, l'organisation des cultures dans le territoire est modifiée avec dans le système de culture en bande
des bandes de culture qui sont le multiple de la taille d'intervention des équipements les plus importants pour l'organisation de cette culture. De ces travaux-là, on voit émerger une amélioration générale des niveaux sanitaires par plein de mécanismes qui peuvent différer d'une culture à l'autre, qui vont de la diminution des attaques parce que les tâches sont moins attractives pour les ravageurs, jusqu'à la diminution de la diffusion de proche en proche si la maladie qui se développe sur un plan se trouve face à une barrière de culture d'autres plantes dans lesquelles elle ne peut pas se développer. Et il y a donc des travaux en cours pour essayer de regarder à quel grain ces stratégies-là sont les plus à même de permettre une protection, d'augmenter de manière importante la qualité sanitaire des cultures sans intervention de protection. Évidemment, couplé à des possibilités de faire de la cartographie fine grâce au suivi et au développement des avancées d'imagerie, on peut tout à fait imaginer que ces situations-là bénéficieront d'un effet d'amplification lié à l'utilisation des technologies. De même, l'automatisation de certaines récoltes et où l'utilisation du pilotage RTK peut amener à ce que les débits de chantier au moment de la récolte ne soient pas trop affectés par une distribution beaucoup plus étendue de ces cultures dans les paysages. Monsieur Reboux, il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Oui, ça devrait aller. Merci. Enfin, on peut tenter des choses qui soient plus en rupture. Ici, avec un exemple de culture en relais où du soja a été semé dans l'orge un mois avant sa récolte, ce qui fait qu'au moment de la récolte de l'orge, le soja étant déjà présent, il peut rapidement coloniser l'ensemble de la parcelle et donc assurer un couvert qui élimine très largement les possibilités de développement de mauvaises herbes pendant cette période d'interculture, puisqu'il n'y a plus véritablement de période d'interculture. Voilà quelques pistes qui nous semblent très sérieuses. Elles ne sont pas forcément adaptées à la situation de la pomme de terre. On peut se risquer à un chiffrage des réductions phyto permises. On a vu à travers les travaux de défi que sans pénalité de rendement, beaucoup de pratiques agronomiques permettaient de réduire dans une marge relativement faible, autour de moins 10 à moins 20%, les besoins de recours aux pesticides. De même, les pratiques agroécologiques qui consistent à repenser le parcellaire et à rajouter des infrastructures agroécologiques soutenues par le pilier vert de la PAC, actuellement ne permettent, dans la majorité des cas, sans doute que de réduire de 5 à 10% les besoins de recours aux pesticides. De manière générale, la prophylaxie est un réservoir majeur de projets, bien que dépendant du contexte. Les outils permettant d'améliorer les approches technologiques, notamment autour de la pulvérisation, ont montré des capacités à faire baisser assez fortement les recours aux pesticides. L'axe génétique, je l'ai marqué en gras, bien que je ne l'ai pas illustré, car avec les exemples de la viticulture, par exemple, on voit là comment ce facteur peut être mobilisé et sera mobilisé pour amener de forts progrès dans le cas de la viticulture, passer de 14 à 2 traitements. Et puis, les régulations naturelles dites agroécologiques, en réfléchissant à l'apport de plantes de service ou en réfléchissant à apporter le gîte et le couvert, peut là aussi être mobilisés. Ensemble, ces leviers peuvent s'additionner, se cumuler. Ils sont rarement en synergie forte et ils sont rarement en antagonisme fort. Ce que dit Ecophyto R&D, c'est qu'à travers l'amélioration des techniques et des gains d'efficience,
on pouvait atteindre moins 20%, mais que pour aller au-delà, cela nécessiterait des reconceptions. C'est encore ce que pense la majorité de la communauté scientifique. Il y a des hypothèses de cadrage qui ont été apportées par l'axe sur les CEPP, qui amène à ce que les obligés justifient moins 20% de leur vente à travers la fourniture de CEPP, qui donne là aussi un jalon. Et ensemble, les leviers dans défi ont pu fournir entre moins 15 et moins 35% de baisse de phyto selon les productions. On voit donc qu'il va falloir accroître l'effort. Les principes mobilisés peuvent être multiples. Il faut vraiment continuer à anticiper ça, mais il faut aussi imaginer que les systèmes sont évolutifs et qu'on peut attendre une réponse biologique. Les pistes, j'en ai illustré quelques-unes, et nombreuses d'entre elles font l'objet d'appels à projets pour essayer de susciter des mobilisations des communautés scientifiques et des partenaires professionnels. Il y a des implications très génériques à ce que je viens de présenter. La première, c'est que les progrès apparaissent quand les molécules sont retirées, et donc tant qu'elles sont présentes, elles obèrent toute forme de progrès. Évidemment, elles posent la question de la transition avant que les alternatives soient réellement mobilisables et efficaces. Ces alternatives vont mobiliser de l'agronomie, de l'écologie et de la technologie, et peu de laboratoires ou de dispositifs sont organisés pour aider et appuyer cette interface. Il y a sans doute encore des pistes d'amélioration que le plan de relance pourrait aider à mettre en place. On a vu les échelles d'élimination et là aussi des dispositifs qui puissent faciliter cette coordination pourraient avoir du sens. Dans tous les cas, il sera nécessaire de réévaluer les critères d'évaluation des performances, car sinon les systèmes actuels sont très optimisés. On ne tient pas compte actuellement de la valeur des productions non marchandes et des atteintes aux biens communs dans les calculs. Et donc il y a là une remise à plat qui est reprise par la volonté de la communauté européenne de mieux rendre compte de ces autres éléments de performance dans sa stratégie Farm to Fork et biodiversité. Et enfin, il y a à réfléchir sur les compensations et les moindres effets de la moindre productivité. On peut réfléchir à l'utilité de l'assolement et recadrer quelques débouchés. J'ai pris ici deux exemples. Le sucre qui sert finalement à faire de l'éthanol qui va dans nos réservoirs et sa meilleure utilisation, et ou des protéines d'insectes qui se font à partir de blé pour faire de la protéine d'insectes qui va rentrer dans des régimes alimentaires pour des animaux. Il y a donc là une multiplication des intermédiaires qui peut amener à ce que la productivité ne soit pas au maximum de ce que l'on pourrait imaginer par rapport à des ambitions de couvrir les besoins alimentaires de la population. Il y a donc des implications sur des transitions par des politiques volontaristes. On peut essayer dès maintenant de mieux rendre compte des progrès que certains sont susceptibles de faire. Le système plafonne les aides. Si on le déplafonnait, on pourrait aider les plus innovants à continuer à innover. Et je propose donc de mettre en place un système HVE4, par exemple, qui cumulerait le système HVE3 avec le respect des critères éco-phyto relativement aux références régionales. Et l'éco-conditionnalité des aides européennes peut être amenée à prendre beaucoup plus d'ampleur dans les montants que les agriculteurs sont susceptibles de bénéficier selon leur mode de production. Si vous voulez bien conclure, M. Rebout. On a vu que certains leviers nécessitaient des articulations et des échelles territoriales, et donc il faut mieux coupler les mesures des MAEC avec les plans territoriaux agroécologiques et climatiques. Et puis, il faut donner effectivement des priorités aux actions collectives sur la gestion des inoculums, en l'occurrence pour la pomme de terre, sur la gestion des tas présents dans l'environnement pour limiter les contaminations, et puis en utilisant d'autres pratiques telles que l'échange de parcelles en agriculteur, qui permet d'étendre beaucoup le parcellaire sur lequel
une culture comme la pomme de terre peut être menée et qui permet donc de rallonger d'autant la durée avant le retour de cette culture dans une parcelle. Voilà pour les éléments que je voulais vous présenter. Ils sont issus de travaux et de réflexions montées dans le cadre du montage du programme prioritaire de recherche sur cultiver et protéger autrement, que nous avions appelé cultiver sans pesticides. Beaucoup de ces réflexions-là sont aussi partagées avec le comité scientifique d'orientation recherche et innovation d'Ecophyto. Et enfin, une partie des travaux sont relayés et retravaillés dans la direction scientifique agricole.